Venus de tous les départements de notre pays, chers coordonnateurs, vous aurez l'occasion au cours de ce conseil de vous exprimer. Dans la communication qui sera faite à la suite de mon allocution, nous aurons l'occasion de débattre de sujets importants qui constituent au sein du code électoral de véritables branches à élaguer afin que notre pays vive dans quelques mois des élections présidentielles apaisées, justes et inclusives. Je souhaite que les travaux de ce conseil extraordinaire soient couronnés de succès et que notre parti politique reste fidèle à sa ligne de conduite. Dans quelques mois, le Bénin affrontera une échéance décisive. Elle est décisive non pas parce que c'est l'élection présidentielle, elle l'est en raison du contexte. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin, après la conférence nationale, que nous organisons une élection dans l'atmosphère que nous connaissons. C'est la première fois que nous organisons une élection après la révision de la Constitution qui est intervenue en 2019. Et le thème du Conseil est présidentiel de 2021 à l'épreuve du code électoral, nécessité d'un scrutin inclusif, gage de paix et de stabilité pour le Bénin. Lorsque nous parlons de scrutin inclusif, ce n'est pas nous qui avons créé le français. Quand le français dit nécessité d'un scrutin inclusif, il veut dire une seule chose. Il faut que tout le monde soit associé à l'élection qui profile à l'horizon. Mais si on en vient à dire qu'il faut que tout le monde soit associé à l'élection, ça veut dire qu'il y a un risque que tout le monde n'y soit pas. Et donc, on est en train de dire, prenons les garde-fous pour que l'élection puisse concerner tout le monde. Si par le passé, tout le monde s'était senti intéressé, pourquoi donc cette fois-ci, on s'interroge ou on se dit, prenons les garde-fous pour que tout le monde soit intéressé par l'élection? C'est parce que, tous nous le savons, il y a des dispositions dans le code électoral qui sont sujets à réflexion. Or, comme nous le savons, comme nous l'avons vu, la Côte d'Ivoire a traversé des années de guerre suite à l'élection présidentielle contestée par M. Gbagbo et M. Ouattara. En Centrafrique, le président Bozizé est parti en plein mandat. Il a fait à peine 1 an. Quand il est parti, il a été chassé du pouvoir parce que les résultats ont été contestés. Aujourd'hui, la Guinée est dans le tourbillon. La Côte d'Ivoire se retrouve encore dans le tourbillon. Ça veut donc dire que l'élection présidentielle pour tous les peuples d'Afrique est un tournant majeur. Même si on dit que le peuple est analphabète, il n'est pas bête. Même si on dit qu'ils sont analphabètes là, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas été à l'école, ils sont à 90% peuple rural là, ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils veulent, même dans leur vernaculaire, même dans leur ignorance, même dans leur analphabétisme, les peuples savent ce qu'ils veulent. La première chose que les peuples veulent, c'est la paix. Et la paix passe par un scrutin inclusif. Dans le code électoral, nous avons découvert des dispositions et nous mettons ces dispositions à réflexion. Chacun dira ce qu'il pense. Dans la discipline, nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République,
ou de vice-président de la République. Nous avons déjà expliqué par le passé que désormais, nous allons voter pour un duo. Autrefois, c'est M. X, c'est M. Y qui était candidat à l'élection présidentielle. Désormais, c'est M. X et M. Y ensemble qui sont candidats à l'élection présidentielle. On dit donc, nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République. Article 132. S'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant au moins à 10% de l'ensemble des députés et des maires. Donc pour être candidat, il faut recueillir le parrainage de 10% de nos élus. Et les calculs font 16 signatures. Nous avons 83 députés. Nous avons 77 maires. Les 10% font 16 députés, 16 signatures. La question n'est pas le nombre de signatures qu'il faut. La question est la disponibilité de la signature. Nous avons 83 signatures pour les députés. Nous avons 77 signatures pour les maires. Et on dit que tu dois présenter 16 signatures. Ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a plus de 100 signatures disponibles. Il y a plus de 100 signatures sur le marché, je vais dire. Mais est-ce que toutes ces signatures sont disponibles? Toute la question se pose à ce niveau. Parce que si moi, le communicateur, Abou Salomon, je suis propriétaire des 83 signatures, propriétaire des 77 signatures des maires, ce n'est pas M. Pierre ou M. Jacques qui pourra obtenir les 16 signatures qu'il lui faut. J'obtiens mes 16 signatures et je mets un veto sur le reste des signatures, puisque c'est ma propriété. Parlons en termes clairs pour que nous puissions tous comprendre. Alors, dans ces conditions, la question nous revient. Nous qui ne sommes pas propriétaires des signatures, comment allons-nous faire pour avoir les 16 signatures dont on a besoin pour aller à l'élection présidentielle de 2021? Une seule personne ne peut être intelligente. Mais le peuple est intelligent plus qu'une seule personne. C'est vous le peuple. C'est à vous de nous orienter. C'est à vous de nous dire comment nous pouvons faire pour obtenir les 16 signatures. Parce que nous avons beau faire campagne dans les hameaux, nous avons beau mobiliser les militants. Vous avez quitté très tôt le matin les contrées pour être à Cotonou par les temps que nous connaissons. Mais si nous faisons tout ça là, il faut que nous ayons à l'esprit un point capital qui, s'il n'est pas résolu, ferait que tout l'effort que nous faisons serait comme de l'eau sur le dos du canard. Mais est-ce qu'on peut regrouper toutes ces personnes pour qu'au finish, on constate que c'est de l'eau sur le dos du canard? Non. Il faut que nous posions le problème. Comment faire pour avoir les 16 signatures? La problématique se pose en ces termes. Les questions de caution, c'est des questions de capacité. Les questions de quitus fiscal, ce sont des procédures administratives auxquelles, si l'on s'y prend tôt, on peut donner suite favorable. Mais la question cardinale autour de laquelle il faut réfléchir est celle du parrainage. Est-ce qu'on maintient le parrainage? La loi a dit, oui, aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, le parrainage est maintenu. Comment faire pour avoir les 16 signatures? La question est là. Faut-il faire
une doléance envers qui, dans quel sens un citoyen est respectueux des lois de la République. S'il estime que les lois ne conviennent pas, il les respecte jusqu'au jour où ces lois seront changées. En tout cas, au PER, c'est notre leitmotiv. Ce n'est pas parce que la loi ne convient pas que nous allons appeler à la violation. Mais nous allons plutôt appeler à des démarches républicaines pour que nous allions à sa modification. Une démarche républicaine est une démarche non violente. Une démarche républicaine est une démarche légale pour aller à la révision de la loi. Beaucoup de personnes ont souhaité que le code électoral soit révisé, notamment en sa disposition sur le parrainage. Cette révision doit intervenir 6 mois avant les élections. C'est ce que la loi a institué, a prévu. Si l'élection est donc pour le mois d'avril, nous sommes en train d'être en retard, sauf à décaler la date de l'élection présidentielle. Donc, nous devons, si on s'accorde qu'il faut autant que possible voir dans quelle mesure relire le code électoral, il faut qu'on le fasse maintenant ou alors il faut qu'on décale la date de l'élection présidentielle. Or, la date de l'élection présidentielle est déjà figée dans la Constitution, révisée l'année dernière. La date de l'élection présidentielle qui arrive en 2021 est déjà figée dans la Constitution révisée l'année dernière. Donc, il va falloir, si on est dans la dynamique de revoir le code électoral, que l'on touche également à la Constitution. Mais comment faire pour passer par-dessus bord le parrainage? Parce que c'est la question essentielle. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il n'y aura pas de parrainage anonyme, puisqu'une question est allée dans ce sens. Quand nous parlons, si je comprends bien, ce qu'on appelle parrainage anonyme, on ne sait pas qui a signé, mais tu viens avec le spécimen déjà signé par un élu. Non, on ne peut pas procéder ainsi. Il faut qu'on sache le titulaire de la signature. Sinon, M. X, qui n'est pas député, M. Y, qui n'est pas maire, peut signer et vous apporter le spécimen signé comme étant celui d'un député ou d'un maire. Donc, il n'y aura pas de parrainage anonyme. Celui qui te parraine, on doit connaître son nom, son prénom et le poste ou le mandat qu'il détient. Est-il un député? Est-il un maire? D'où la question de si je suis le propriétaire de tous les maires, si je suis le propriétaire en griffe de tous les députés, quel est le député qui osera donner sa signature à une autre personne? Toute la question est là. Il n'y a pas de délai pour les signatures. La Sénat va lancer le dépôt des candidatures et énoncera les pièces qu'il faut pour le dossier. Et on dira obligatoirement parmi ces pièces, rapporter la preuve de cette signature. Donc, si un candidat veut avoir les 16 signatures, il lui revient de faire les démarches dans les délais qui conviennent pour que lorsque la Sénat va lancer le dépôt des dossiers, qu'il puisse déposer les 16 signatures. Ce n'est pas quand on va lancer le dépôt des dossiers qu'il commencera à courir après les 16 signatures. Sauf s'il sait que à tout moment,
il peut avoir ses signatures, il peut aller dormir sur ses lauriers et quand le dépôt sera lancé, il va les obtenir et déposer. Sinon, s'il n'a pas cette assurance-là, il va falloir commencer assez tôt pour que les 16 signatures puissent être réunies. L'autre souci est un souci commun à tous les partis, même à ceux qu'on peut identifier comme des partis de la mouvance. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment. Mais lorsque vous vous réunissez au sein de votre parti politique, qui a les mêmes prérogatives, les mêmes devoirs que tout autre parti, je précise, le Parti pour l'engagement et la relève a les mêmes prérogatives que l'UP, le BR, le PRD, FCBE et tous les autres partis. C'est-à-dire, quand vous vous réunissez au sein de votre parti, il n'y a plus à aller chercher ailleurs. Donc, avant d'associer d'autres partis sur un terme, sur une préoccupation, n'est-ce pas, de cette envergure, nous-mêmes, nous devons parler et prendre des décisions. Et quand nous aurons donc à faire ces rencontres, ceux vers qui nous sommes allés nous demanderont naturellement, mais et vous, qu'avez-vous décidé? J'espère que nous n'allons pas commettre l'erreur de dire qu'on les attendait. C'est justement ça qu'il ne faut pas dire. Nous n'allons pas rencontrer les autres partis politiques pour leur dire un problème se pose à nous. Parce que l'une des prérogatives d'un parti politique, c'est d'animer la vie politique du pays, n'est-ce pas? L'une des prérogatives du pays, c'est de donner de la voix, de parler quand les problèmes se posent, mais pas de rester les bras croisés, pas de rester à applaudir seulement les dirigeants. Cela reviendrait tout simplement à les précipiter dans le ravin et après à rester en disant c'était à eux qu'on a confié le mandat. Nous avons tous nos œufs posés sur la tête d'un seul individu qui nous dit c'est vous qui m'avez choisi. Je conduis la politique du pays avec les autres institutions et si vous avez des préoccupations, vous me les faites part. Alors si vous ne lui dites rien et qu'il tombe dans le ravin avec les œufs, tous les œufs se briseront. Mais c'est nous qui allons en pâtir. Parce que les chefs d'État se succèdent, mais le peuple est le seul qui reste là à subir. Alors, il est important de montrer que aujourd'hui, sur l'échiquier politique, nous sommes autour de 12 ou 13 partis. Je peux me tromper. Je sais que le PER existe, avec d'autres sensibilités politiques également. Mais nous avons tous remarqué que depuis l'avènement de ce code électoral, nous avons connu des élections législatives. Et dernièrement, nous avons connu des élections municipales et communales. À aucun moment de ces deux élections, nous n'avons enregistré la paix. Nous tombons tous des nues en remarquant que les méthodes ont changé, mais ont changé de façon dramatique. Je ne vais pas reprendre le premier intervenant, Auberge Agomboron, le coordonnateur du ZOO, qui a précisé qu'à l'Assemblée aujourd'hui, il n'y a que 2 partis politiques qui siègent. Et les députés aujourd'hui ne sont plus 83, ils sont 82. Les maires, ils sont 77. Et sur l'ensemble donc des 159 élus que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus 160. C'est 159 élus que nous avons aujourd'hui. Il y a 3 partis qui se partagent les sièges. 2 partis à l'Assemblée et au niveau des 77 communes, je crois que FCBE a joué des coudes et des mains pour avoir 6 communes, si je me trompe. Le reste, c'est aussi et encore UP et BR. Mais quand nous en venons à l'interprétation littérale du test, n'est-ce pas, qui précise que le parrainage sera donné par des élus. Et on a bien précisé élus, députés et ou maires.
Quand nous en venons à ça, logiquement, il y a des questions à se poser. Parce qu'on se dira, nous risquons de n'avoir que 2 candidats aux élections présidentielles. Au maximum, 2. Parce que ce n'est pas une erreur que de chercher à dire que l'Union progressiste et le bloc républicain font qu'un seul parti. Ce n'est pas du tout une erreur. Et que ça va être un match amical si nous n'avons que des candidats de ces 2 partis. Puisque ces 2 partis obéissent au même et seul homme qu'est le chef de l'État. En réalité, ce n'est pas un service qu'on rend au chef de l'État. N'entendre qu'un seul son de cloche, ne jamais avoir en face de soi des gens qui peuvent dire oui, mais des gens qui peuvent dire non, ce n'est pas juste, ce n'est pas de ça que notre peuple a besoin. Ne jamais avoir en face de soi des gens qui peuvent dire nous voulons comprendre comment ça va se passer. Des gens qui peuvent dire, si je parle en langage terre à terre, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça et pas comme on l'avait dit. Chers camarades du bureau politique du Parti pour l'engagement et la relève, sympathisantes et sympathisants du Parti pour l'engagement et la relève, militantes et militants, chers collaborateurs, je voudrais, avant tout propos, vous exprimer du fond du cœur mes vives félicitations pour cette nouvelle victoire que nous venons tous de remporter à travers la tenue effective de ce Conseil national extraordinaire à un moment extrêmement difficile pour chacun de nous. Mais vous avez fait montre d'un sens élevé de militantisme et d'amour pour la patrie en acceptant consacrer une partie de votre si précieux temps pour réfléchir sur les questions les plus préoccupantes de la vie de notre nation. Un exercice nécessaire pour une grande formation politique qu'est le Parti pour l'engagement et la relève, connu pour le sérieux de ses prises de position officielles sur l'actualité nationale. Je loue cet esprit de dévouement et d'abnégation dont vous avez fait montre lors de la tenue de ces assises et qui a d'ailleurs transparu à travers la qualité des débats, la pertinence de vos propositions et surtout votre sens d'élévation d'esprit pour vous mettre au-dessus de la mêlée. Ce qui traduit le caractère objectif des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Mes remerciements vont également à nos illustres communicateurs, à notre illustre communicateur, qui, à travers la pertinence et la qualité de ses analyses, a pu cristalliser en chacun de nous l'absolue nécessité de rechercher par tous les moyens la voie du dialogue et du consensus devant aboutir à des élections présidentielles inclusives au grand bonheur de tout le peuple béninois. Militants et militantes, chers compatriotes, notre pays se trouve à un tournant décisif de son histoire au regard du climat sociopolitique qui y prévaut, à quelques mois seulement des prochaines élections présidentielles de 2021. Beaucoup de questions d'importance majeure qui laissent transparaître sur beaucoup de fronts chaque jour un peu plus. Les exacerbations des tensions présagent de ce que ce virage risque d'être les plus périlleux pour notre pays, laboratoire de la démocratie, si nous ne parvenons pas à des accords politiques pour franchir ce cap dans une ambiance de concorde nationale. L'échéance électorale de 2021 s'annonce donc à grands pas. Encore quelques mois et le corps électoral sera convoqué aux urnes pour élire le prochain locataire du palais de la Marina. Un jeu électoral très attendu qui attire toutes les attentions au regard des grognes et murmures aussi bien au sein de la classe politique qu'au niveau de l'opinion publique. Cette échéance politique très attendue où le dernier mot reviendra naturellement au peuple dans le choix légitime de l'homme providentiel de 2021, capable d'ouvrir des perspectives heureuses à la nation, marque un nouveau tournant décisif dans la longue marche du Bénin vers le renforcement de la consolidation de nos acquis démocratiques. Militantes et militants,
En ma qualité de président d'honneur du Parti pour l'engagement et la relève, la perspective de ces employades électorales de grands enjeux aurait été une occasion favorable pour nous, acteurs politiques que nous sommes, ouvriers au premier rang de la restauration des principes démocratiques, une belle occasion pour dresser un bilan élogieux de nos luttes et combats politiques dont le seul credo est de bâtir une nation unie, travailleuse et véritablement libre. En souvenir de cette glorieuse journée où tout un peuple avait subitement appris à regarder dans la même direction, lorsque le feu président Hubert Maga proclamait à l'occasion de notre indépendance nationale et de notre accession à la souveraineté internationale, je cite, « Le Dahomey est heureux et fier d'être le premier à exercer pleinement sa souveraineté interne et externe. C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui consacre l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité. Jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur. » Fin de citation. Propos empreints d'espérance qui ont redonné confiance à tout un peuple. Bien entendu, l'aboutissement de ce combat n'a pas été l'œuvre d'une seule personne, mais plutôt la manifestation directe d'une volonté populaire, une convergence d'idées au service d'une cause noble que nous ne devons jamais perdre de vue. En toutes circonstances, et quelles que soient nos querelles, le Bénin doit rester une nation unie et indivisible. Et c'est bien cela qu'avait traduit la divine atmosphère qui avait prévalu il y a de cela 30 ans déjà au sein de toutes les couches socio-professionnelles de notre pays lors des assises de l'historique conférence des Forces vives de février 1990. Toutes les filles et tous les fils du Bénin, dans une communauté de destin, se sont bien donné la main pour écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page de l'histoire politique et démocratique de la nation béninoise. Preuve qu'au carrefour de grands défis, le peuple béninois réussit toujours à relever la tête pour conjurer le mauvais sort et vaincre la fatalité. Alors s'est ouvert devant lui un horizon radieux, porteur de grands changements. Chers concitoyens, malheureusement, après ce chemin si gaiement parcouru, depuis 1960 à nos jours, en passant par le grand sursaut patriotique de février 1990 où les Béninois ont semblé avoir définitivement retrouvé la voie royale vers un essor prodigieux de leur chère patrie, la division semble à nouveau poindre à l'horizon, le chemin vers une vraie fraternité nationale se trouvant à nouveau jonché d'obstacles. Comme dans un infernal cycle d'éternel recommencement, aujourd'hui encore, semble s'annoncer le chant lugubre d'un chaos qui risque de plomber davantage dans la boue l'image angélique de la démocratie béninoise, chèrement acquise après de hautes luttes et enviée de par le monde entier. L'état des lieux tel qu'il se présente aujourd'hui a bien des raisons d'inciter à la méditation dans un contexte où la peur, la psychose reste le quotidien des populations qui ne savent plus à quel saint se vouer. Le malaise démocratique est profond et a atteint des dimensions détestables, de sorte que la devise du Bénin, fraternité, justice, travail, se retrouve exsangue et vidée de sa sève vivifiante. L'image grincheuse de la démocratie béninoise laisse planer doute et inquiétude sur nos certitudes d'hier. C'est le moment ici, en ce jour solennel, de notre détermination, de notre engagement politique, de nous replonger dans certaines envolées lyriques de l'histoire, de l'historique conférence des forces vives de la nation, notamment celle du regretté professeur Albert Thévois-Ijref. Assurément convaincu de ce que les mêmes causes produiraient les mêmes effets et qu'il était trop tôt de crier victoire, il se libéra de l'euphorie ambiante de l'époque pour nous avertir. Nous avons perdu du temps dans ce pays. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais nous venons de gagner un siècle. Celui qui vient. Or,
ce siècle lui-même peut encore nous échapper si nous manquons de vigilance et d'audace. Car il serait tragique notre sort, le sort de tout ce peuple, de vouloir à l'histoire ajouter des chapitres et n'être plus qu'un front qui se colle à des vitres. Ces propos trouvent aujourd'hui toute leur justification dans un Bénin en crise, entré en des convulsions diverses où haine et violence ont pris pied et trouvent leur écho. Depuis quelques années déjà, les Béninois que nous sommes semblent avoir perdu leurs profondes aspirations du vivre ensemble et de cohésion nationale, divisés sur les choix de gouvernance et de la conduite des affaires du pays. C'est donc légitime que chacun des acteurs de notre classe politique, au-delà de toutes les autres considérations, se projette dans l'avenir en contribuant à une nouvelle renaissance du Bénin, à travers la remise en place des fondements de ce qui nous maintenait dans la ferveur de la fraternité, de la justice et du travail. En somme, redevenir nous-mêmes. C'est le but visé par la tenue du présent Conseil national extraordinaire de notre formation politique qui s'est achevé sur de très bonnes perspectives. Il ne peut en être d'ailleurs autrement, d'autant plus que depuis sa création, le Parti pour l'engagement et la relève s'est toujours illustré par la recherche du dialogue inclusif et du débat consensuel à l'occasion de toutes les contingences politiques majeures de notre pays. Qu'il vous souvienne, le comportement de notre formation politique à l'occasion des dernières élections communales et municipales de mai 2020. Alors qu'il avait brillamment obtenu son récépissé provisoire et s'attendait avec assurance à franchir la dernière étape du processus pour participer à ce scrutin, il a été sifflé hors jeu, sans autre forme de procès, pour des motifs que vous connaissez. À la surprise générale de tous, le Parti pour l'engagement et la relève a plutôt appelé tous ses militants au calme, à la sérénité, dans le respect strict des décisions de nos institutions, tout en attirant l'attention de l'opinion nationale et internationale à l'occasion d'un point de presse tenu le samedi 4 avril 2020 sur les travers de nos lois et la volonté manifeste de certaines chapelles politiques d'exclure d'autres acteurs de nos compétitions électorales. Et pour montrer que les dirigeants du Parti pour l'engagement et la relève sont constants dans leur ligne directive, le président d'honneur du parti, que je suis, à l'occasion d'une rencontre avec les chefs de partis politiques légalement constitués, avait eu à suggérer respectueusement au chef de l'État, le premier magistrat de notre pays, le président Patrice Talon, la nécessité de réunir toute la classe politique autour de toutes nos lois électorales pour qu'ensemble, il leur soit porté des retouches qui reçoivent l'approbation de tous. Convenez avec moi qu'il s'agit là d'une audace politique qui tranche avec le comportement hypocrite de plusieurs de nos compatriotes qui savent bien où se trouve le mal, mais qui veulent tout mettre en œuvre pour conduire la destinée de notre cher pays dans une conflagration générale. Le Parti pour l'engagement et la relève, l'un des rares à pouvoir obtenir son récépissé d'existence légale, vu tout son palmarès et son impressionnant parcours, ne peut tomber dans de telles banalités. Au moment où certains de nos compatriotes ne vendaient pas cher sa peau, il a déjoué tous les pronostics en décrochant ce précieux sésame. Aujourd'hui, le Parti pour l'engagement et la relève est perçu comme un foudre de guerre dont la voix résonne tel un tambour sur les parois de la vie politique nationale. Ce parti qui ne cesse d'acquérir une audience certaine aura forcément son mot à dire, et ce, de manière impériale, dans les grandes empoignades électorales qui se profilent à l'horizon 2021. Militantes et militants, à travers les conclusions des assises de ce Conseil national extraordinaire, j'ai retenu qu'aujourd'hui, de nombreux défis s'imposent à nous. Et vous l'avez si bien martelé lors des fructueux échanges au cours de ces assises. Il s'agit, entre autres défis, la cohésion sociale, la justice équitable pour tous,
un partage équilibré des ressources du pays, sans oublier la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, le rétablissement de rapports avec les voisins immédiats du Bénin, le tout axé sur une bonne offensive diplomatique qui positionne au mieux la destination Bénin. Chers délégués, je retiens qu'au cours de nos assises, nous avons souhaité que notre modèle éducatif et notre système de soins de santé pour leur fiabilité méritent des réformes qualitatives susceptibles de les mettre au diapason de ceux des grandes nations. Et j'ai donc compris, avec cette détermination que nous affichons, qu'à l'heure où nous sommes parvenus, il nous faut apprendre désormais à parler d'une même voix et à nous donner la main pour aller de l'avant, plus unis que jamais, dans la promotion de certaines valeurs, dont le droit à la différence, le dialogue, la recherche du consensus dans tous les actes majeurs de la République. J'ai aussi surtout retenu de nos échanges que nous avons vivement souhaité que dans l'organisation de la présidentielle de 2021, tous les acteurs clés du processus, je veux nommer le COSLEPI, la Commission électorale nationale autonome, la Sénat et ses démembrements, la Cour constitutionnelle, jouent équitablement leur rôle sans parti pris pour que la sincérité du vote des citoyens, de même que la transparence du scrutin, soit établie par tous. Il en va de la stabilité de notre pays et de la sauvegarde d'un climat de paix pour l'enracinement de notre démocratie. Nous devons le réaffirmer donc haut et fort, que c'est à travers le respect absolu et strict de ces prises démocratiques à valeur constitutionnelle que les fondements du modèle de société que nous prônons vont s'enraciner en vue d'un Bénin durablement pacifié et solidaire. Chers militants, oui, pour le tournant de 2021, et comme nous l'avons déjà martelé à plusieurs occasions, l'urgence de la restauration des valeurs de la démocratie et de ses principes vitaux s'impose à nous tous. Ces valeurs en ont liberté d'association, de réunion, de libre expression, le tout ancré sur l'impérieuse nécessité du pardon de notre chef à nous tous, dont du haut de cette tribune, nous voulons à nouveau implorer l'indulgence, la magnanimité pour la décrispation du climat politique dans notre pays. Nous voulons aussi insister, comme d'ailleurs nous l'avions déjà suggéré au président de la République, sur la révision du code électoral qui instaure une clause de parrainage et celle de la charte des partis politiques et qui porte les gemmes vicieux de l'exclusion. Chers concitoyens, je voudrais dire en conclusion à cette réflexion politique que nous sommes à un nouveau carrefour de l'histoire de notre pays. Notre combat de tous les jours se résume au respect du droit de vote des électeurs, la souveraineté de notre peuple et la restauration de la démocratie. C'est une nouvelle page politique que chacun de nous est appelé à écrire par sa conscience dans une société où prévalent la justice sociale et l'éthique politique. Qu'il me soit permis du haut de cette tribune de rendre aux jeunes et aux femmes du Bénin un hommage retentissant pour leur sacrifice de tous les jours et leur disponibilité constante. À nos frères et sœurs de la diaspora qui, malgré la distance, sont de cœur avec les vaillants citoyens du pays, recevez l'expression « notre bienveillante gratitude ». À l'origine, la démocratie béninoise est marquée par une diversité d'opinions. Elle est le symbole du vivre ensemble, de l'acceptation dans la différence. Elle repose sur le consensus et appelle à une gouvernance participative. Que reste-t-il aujourd'hui de ces valeurs cardinales? Nous sommes appelés à faire un nouveau bond qualitatif pour redonner confiance à un peuple divisé et peut-être désespéré, et prêt à un sursaut démocratique libérateur. Tel est donc l'enjeu de l'élection présidentielle de 2021 où nous appelons au bon sens et à l'esprit patriotique de toutes les couches socio-professionnelles. La nation nous appelle à un grand défi et aucune initiative ne sera de trop dans les nouvelles approches politiques pour restaurer l'image de la démocratie béninoise. En ce moment si crucial et déterminant,
pour tout un peuple, nous devons nous réapproprier ce beau symbole d'unité que nous a laissé le roi Guézo. Si tous les fils du Bénin venaient de leur doigt boucher les trous de l'argent à percer, la patrie sera sauvée. Vive la démocratie au service du peuple, vive le Bénin, vive le Parti pour l'engagement et la relève. Je vous remercie.